De C1 pour les papas sauvages, avril au jardin du 19e siècle. On continue la série, les mois défilent, je dois avouer que j'ai l'impression que j'ai fait celle du mois de mars il y a 3 jours, je me fais rattraper à chaque fois. On est dans les mois là, avril, mai, où il va y avoir beaucoup de temps à passer au jardin, enfin en tout cas pour ceux qui en ont envie, c'est un peu le rush du printemps. Pour autant il y a une remise... une petite mise au point qui me semble nécessaire, qu'on peut lire dans Maison rustique. Je vous la lis. La besogne du jardinier dans le potager est presque aussi urgente en avril qu'en mars. Néanmoins, sans les couches, les cloches et les châssis, il y aurait encore dans le potager bien peu de choses. Dans certaines années tardives, il n'y aurait même rien du tout. Ce n'est qu'à la fin avril qu'on peut compter, sous le climat de Paris, sur la reprise complète de la végétation. Donc c'est important quand même à rappeler, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui se précipitent dès le mois de janvier, etc. sur le jardin, et on en a un peu parlé le mois dernier. Et en fait, il faut quand même se rappeler que si on suit les cycles naturels, on est encore très tôt, et que les gelées tardives sont là. Nous, il y a 2 jours, là, on a pris du -2 ici, ce qui est pas arrivé de l'hiver, et ce qui arrive très rarement. Donc voilà, ne nous précipitons pas. Pour autant, nos jardiniers du 19e ont inventé plein de techniques dont on a parlé dans les vidéos précédentes, les châssis, les cloches, les couches chaudes, et on voit bien que si on veut cultiver, et surtout avec ces dérèglements climatiques qui arrivent, et ben c'est quand même des outils géniaux pour stabiliser nos productions et pour les étaler, pour produire plus tôt, pour produire plus tard. Donc on va pas revenir là-dessus. Et ben c'est parti pour le mois d'avril. Alors là on voit ce magnifique monsieur qui jardine en chapeau melon et en costume, classe qu'on a bien perdue. Et là il est en train de planter ses melons. Donc la légende nous dit qu'après avoir été mis dans un godet et plus tard étêté à 2 feuilles, le plant de melon a émis 2 bras ou branches mères, il est bon à planter. Donc on voit quand même que pour un mois d'avril, ils ont des plants de melon qui sont sacrément avancés. Les miennes viennent de sortir leurs premières feuilles. Donc de mémoire, c'est des melons qu'ils ont semés sur couche chaude en janvier. Déposez-le soigneusement en frappant le bord du pot sur un coin du coffre et plantez-le sur la couche sans briser la motte. Mettez 2 pieds par châssis, ou tout au plus 5 pieds dans le coffre de 2 châssis, arrosez ensuite et recouvrez d'un châssis. Hâtez-vous s'il gèle même légèrement. Donc on voit aussi que à cette époque, il passait énormément de temps à couvrir, à découvrir, à protéger, à déprotéger, avec les châssis, avec les paillassons, avec plein de choses, avec de la paille, etc. Donc avoir des cultures hâtives, c'est aussi beaucoup de temps à passer pour ces protections. Protéger aussi les arbres, mais on va y revenir. Pour ce qui est des semis ce mois-ci, eh ben forcément on continue les semis, moi que j'appelle les semis d'été, on a déjà fait la liste le mois précédent, donc je vais pas la refaire. Je vous laisse aller voir la vidéo du mois de mars si besoin, mais rapidement il y avait tout ce qui était tomates, aubergines, melons, fèves, panais, navets, carottes, etc. Ce qu'on nous ajoute ce mois-ci, qui est décrit dans ces 3 livres, c'est le céleri, la chicorée d'été, tout ce qui est chou, donc chou de Milan, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou rouge, les scorsonères, légumes qui à mon avis est quasiment oublié aujourd'hui et qui est très présent dans ces livres. Il devait en consommer, je pense, beaucoup. Ensuite, alors les plantes, il disait ça, la formule qui était employée, c'était ressemer les plantes qui passent vite. Donc j'imagine que ça veut dire les plantes qui ont un cycle court et qu'on consomme rapidement. Donc c'était les radis, les épinards, le cerfeuil et les pois. Et dès la fin du mois d'avril, on pourra commencer les semis de haricots qu'il faudra probablement protéger la nuit. Les semis en place de concombres et de cornichons, de betteraves, de navets. Donc voilà pour les semis rapidement. D'habitude, j'aime bien chaque mois vous donner la liste de ce que consommaient nos jardiniers du 19e
les produits du jardin du mois, mais alors je ne sais pas pourquoi, au mois d'avril, le tableau n'a pas été fait. Donc vous n'aurez pas. Bon, vous pouvez à peu près imaginer que c'est la même chose que le mois précédent, avec les premiers primeurs qui arrivent en plus. En ce qui concerne les plantations à faire, eh ben, c'est le moment de planter les pommes de terre. De mon côté, moi j'ai planté mes pommes de terre nouvelles, je vous l'ai dit, le mois dernier ou même le mois d'avant, en serre. Là, c'est le moment de les planter en pleine terre. Sur couche chaude, comme on vient de le voir, enfin pas couche chaude d'ailleurs, couche tiède, les melons. Je viens de vous montrer l'illustration. Les artichauts, les poireaux qui ont été semés au 25 janvier, c'est le moment de les mettre en terre. C'est le moment aussi de planter les griffes d'asperges. Alors dans Maison Rustique du 19e, on nous fait sur 2 pages tout un détail technique de vaut-il mieux planter des griffes d'asperges ou semer des asperges. C'est d'une technicité incroyable. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Si vous voulez qu'on en discute, vous me mettez un mot en commentaire et je vous ferai un petit détail là-dessus. On plante aussi les choux qu'on a semés avant, donc toujours pareil, chou-fleur, chou rouge, etc. Pour les travaux d'hiver à faire au jardin, il y a les greffes en fente. Ah bah tiens, les asperges sont là, tiens. Les greffes en fente, c'est le moment, apparemment, moment idéal pour greffer. Il faut aussi continuer forcément à protéger ces arbres des gelées tardives. C'est le moment aussi de séparer les œilletons d'artichaut. Alors là, ça doit être un cardon, mais vous voyez sur un pied d'artichaut qui ressemble à ça, il y a toujours des rejets, donc c'est le moment de les séparer et d'aller les planter ailleurs. Je peux moi vous conseiller, quand vous œilletonnez vos artichauts, de les mettre ensuite en godet, le temps qu'ils repartent bien avant de les mettre en terre. On nous parle aussi de tendre des souricières dans les planches de pois et de fèves. Ça rejoint une vidéo que je vous ai faite il n'y a pas longtemps, qui est disponible sur YouTube, sur la gestion des rongeurs au jardin. Je pense que c'est une époque où on ne pouvait pas se permettre de se faire déglinguer une partie de la récolte parce que la survie en dépendait. C'est aussi le moment de buter ses asperges et de répartir de la cendre au pied des pois. Je suis toujours moi un peu embarrassé avec toute la cendre qui sort de mon poêle à bois. Donc je suis content d'avoir une bonne idée de savoir où les mettre. Donc la cendre au pied des pois. Autre chose et dernière chose, ils nous parlent tous de l'arrosage, qui peut paraître, on se dit bon c'est le printemps, il fait un temps frais, etc. Mais en fait il est hyper important de continuer à arroser à ces mois-là, parce qu'en fait des fois c'est sec, et en tout cas en ce moment ici chez nous c'est très très sec. Donc ça peut paraître bizarre, mais il faut vraiment penser à arroser, et arroser en quantité. Et donc vous savez que dans toutes les vidéos du jardin du 19e, je finis par un point technique. Et du coup, j'en profite je voulais vous parler justement de l'arrosage. On a de nos jours beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs qui nous disent que l'arrosage est pas nécessaire, qu'on peut faire des légumes sans. Je ne suis pas du tout d'accord, et surtout nos jardiniers du 19e ne sont pas du tout d'accord avec cette théorie, et je leur fais confiance pour avoir expérimenté peut-être beaucoup plus que nos youtubeurs du 21e siècle. Je vais vous lire un petit extrait toujours pareil, Versier, culture potagère, et ils parlent aussi des techniques d'irrigation dans Maison Rustique, donc on en parlera aussi. Juste la petite intro. L'eau est un élément de première nécessité dans un potager. Sans elle, il n'est pas de culture maraîchère possible. Toutes les eaux ne sont pas également bonnes pour l'arrosage. Elles doivent être aérées, douces, très peu calcaires. L'eau de pluie remplit ces conditions. Les eaux de source ont une température trop basse et manquent d'aération. L'eau des puits est également froide. Celle de la mer est inutilisable à cause du sel qu'elle contient. Ce sont les eaux des rivières qui sont à la fois aérées et chargées de matière organique, en même temps que de matière minérale, chaux, nitrate et souvent un peu de potasse, qui conviennent le mieux au jardinage. Donc voilà pour la petite introduction. Et ben ouais, il faut de l'eau, et il faut même beaucoup d'eau. Alors là, j'ai été extrêmement étonné parce que en détaillant les 4 ou 5 pages sur l'arrosage dans Maison Rustique, on nous donne des chiffres. Et là, j'ai été très étonné. Les maraîchers des environs de Paris ne se lassent pas, sous le soleil brûlant, d'entretenir toujours humide une terre toujours altérée. Ils travaillent en été
16 heures sur 24 et ils en passent au moins 10 l'arrosoir à la main. Donc déjà, ça permet de se rendre compte un peu des conditions de travail des maraîchers de ces temps-là. Donc 16 heures, des journées de 16 heures, imaginez bien qu'ils n'avaient pas de week-end, donc 7 jours sur 7 et toute l'année. Donc 10 heures à arroser en plein été. Il nous donne des détails de chiffres. Il reçoit donc tous les jours 36 litres d'eau par mètre carré de superficie. Donc faites le calcul pour vos jardins, 36 litres d'eau par jour, par mètre carré en été, et vous allez voir combien de stock vous seriez censé avoir en eau de pluie. C'est au prix de ces incroyables fatigues que nous obtenons une incroyable production d'un sol dont la majeure partie, située partout ailleurs et cultivée de toute autre manière, ne rendrait pas les frais de culture. Mais avec de l'eau et du fumier, peu importe, pour ainsi dire, la nature du sol. D'ailleurs, avec le temps, nous faisons le sol là où il manque. Donc on voit bien que les deux piliers de ces jardins du 19e de Paris qui étaient réputés mondialement, c'était du fumier de cheval, de l'eau et de la main-d'œuvre humaine. Donc 36, je répète parce que je trouve ça hallucinant, 36 litres par mètre carré par jour. Un autre détail, ils en parlent. Donc ils décrivent, ils ont calculé le nombre de litres, de quantité d'eau qu'un ouvrier. Donc vous imaginez bien qu'a priori il y avait des ouvriers qui étaient là pour ne gérer que l'arrosage. Et là on nous dit qu'en moyenne, un ouvrier maraîcher qui gérait l'arrosage arrosait environ 14 400 litres par jour. Donc le gars arrosait à l'arrosoir, il soulevait 14 tonnes d'eau par jour. Donc la prochaine fois que vous vous plaindrez que c'est pénible d'arroser, vous vous souviendrez d'eux. Donc il y a plusieurs techniques qui sont décrites. Alors la technique la plus simple, la plus qu'on revoit d'ailleurs encore dans beaucoup de pays du sud notamment, c'est la technique qu'ils appellent de l'imbibation. Donc en fait, c'est de créer des canaux, des rigoles. Et ensuite, ils font des espèces de talus, de buttes, pour que l'eau passe entre les rigoles et vienne jusqu'aux cultures. Donc ça, c'est quand il y a une source. Autre chose que je connaissais pas, ils appellent ça la pelle à arrosage. Donc c'est une pelle, ils viennent donc, ils se mettent sur le bord là où il y a le canal ou la rigole qui passe, et avec la pelle, ils viennent arroser la terre pour créer une sorte de pluie. Autre procédé, c'est celui-là, ça s'appelle la manivelle du maraîcher. Donc elle est décrite dans tous les détails techniques ici. Je ne vais pas tout vous relire pour que ça reste quand même accessible. C'est quand même un portique qui fait 9 mètres par 4. Donc là, vous avez les seaux qui vont dans le puits. Et ici, vous avez un cheval qui est accroché et qui tourne. Donc ça tourne dans les deux sens, ce qui fait quand il y a un seau qui est en haut, il y a un seau qui est en bas. Et quand l'autre monte, l'autre descend. Ensuite, ces seaux vont être vidés la plupart du temps dans un système de tonneaux qui sont reliés les uns aux autres avec des tuyaux en grès. Donc, vous imaginez pas qu'il y avait pas de plastique, donc pour gérer pas de plastique, pas de bitume, donc pour gérer l'étanchéité, c'était toute une histoire. Et donc, ils répartissaient les tonneaux sur le terrain pour qu'ensuite les ouvriers puissent venir remplir leurs seaux aux tonneaux et arroser les cultures. On nous parle aussi de la tonne d'arrosage, donc qui fait 1200 litres, donc une tonne d'eau, poussée par deux bonhommes à roues, et il laissait couler derrière. Donc il disait que selon la culture, quand c'est des cultures espacées, il vaut mieux l'arrosoir. Quand c'est des cultures type carottes, etc., resserrées, la tonne d'eau fait très bien son travail. Alors un autre chiffre qui est quand même très parlant, il parle d'un jardin qui était a priori très réputé à l'époque, qui était un des plus grands en France, donc qui faisait 10 hectares, dont 5 hectares en maraîchage. Et donc il nous annonce que avec cette technique de tonneau, il y avait à l'époque 76 hommes qui étaient employés pour arroser les 5 hectares. Donc 76 hommes tous les jours qui ne faisaient que de l'arrosage. C'était tout bonnement hallucinant. On parle, enfin voilà, après il donne tout le détail du nombre de litres d'eau qui est aussi énorme.
Donc voilà pour maison rustique. Alors après, détail qu'en Angleterre, ils ont des moyens un peu plus techniques de perche d'arrosage. Alors eux, c'est juste pour arroser des gazons pour les riches propriétaires. Dans culture potagère, il y a une autre technique dont on nous parle, c'est celle-ci, c'est le moulin à vent. Alors c'est un croisement de ces techniques-là parce qu'en fait, donc c'est un moulin à vent qui remonte l'eau dans une cuve et ensuite la cuve va se vide dans des rigoles et il gère à l'entrée donc de chaque planche de culture. On ouvre, on ferme les rigoles en fonction de l'arrosage dont il y a besoin. Pareil, on en avait parlé un peu quand j'avais fait le zoom technique sur les outils. Il y a plein de types d'arrosoirs différents, il y a plein d'embouts en fonction de la pression, du débit, voilà, si c'est des semis, il faut pas arroser trop fort, sinon on fait partir les graines. Donc voilà, c'est ce qui paraît simple et en fait très très technique, à la fois en savoir-faire et à la fois sur le matériel. Donc voilà, l'arrosage est un point majeur pour ceux qui veulent produire au jardin. Aujourd'hui, on a de la chance, on a des tuyaux en plastique et des pompes électriques. C'est un luxe absolu. On peut sortir des tonnes d'eau en quelques minutes. Donc profitons-en. Et voilà, n'oubliez pas que votre potager a besoin d'eau. Vous pouvez réduire la consommation d'eau avec plein de techniques de paillage, etc. Mais il y a besoin d'eau. J'ai fait cette erreur de penser aussi qu'il n'y aurait pas besoin d'eau. Pendant longtemps, j'ai eu des récoltes qui n'étaient pas très généreuses. Et aujourd'hui que j'ai fait cette modification-là, je regrette pas. Donc voilà pour avril. J'ai encore fait beaucoup trop long. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. On se rejoint dans un mois pour le jardin. Et entre-temps, on aura d'autres vidéos sur d'autres sujets. Hésitez surtout pas encore à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous au jardin, si vous avez des points que vous voulez qu'on aborde, des points techniques, et mettez-moi en commentaire comment vous gérez vos arrosages. Est-ce que vous êtes sur le réseau de la ville? Est-ce que vous êtes sur un puits? Est-ce que vous êtes en pompe? Est-ce que vous êtes à l'arrosoir? Est-ce que vous avez une vieille charrue que vous faites pousser par vos enfants? Bonne fin de journée, travaillez bien au jardin et à bientôt.